Les occupations dans, je crois, c'est 46 villes. Une réforme qui permettrait la libre circulation. Apple nous réclame 150 000 € en cas de future action d'attaque contre Apple. C'est ce qu'on appelle une procédure bâillon. En fait, il s'agit pour elle de nous intimider, de nous empêcher, en fait, voilà, parce que 150 000 € c'est beaucoup pour nous, de nous empêcher de toute nouvelle action. Ce qui prouve quand même qu'on a visé juste, puisque c'est quand même la première fois qu'Apple s'en prend comme ça à une ONG. L'histoire retiendra malheureusement que le jour du procès Cahuzac, qui a mis en lumière la question de la fraude fiscale de façon particulière, et le jour même, une multinationale récidiviste en termes de fraude fiscale, c'est-à-dire Apple, est capable de faire comparaître une association qui s'oppose à cette attitude, c'est-à-dire attaque. Voilà, sachant que Apple doit 13 milliards d'euros d'après la Commission européenne. Jugez, c'est rappeler tous ces milliards évadés. Deuxième débat de notre soirée, l'évasion fiscale, la richesse détournée des peuples, celle qui va dans ces lieux de piraterie qui sont ces lieux de soi-disant de paradis, d'enfers fiscaux, paradis pour une toute petite minorité. Et cet argent, l'impôt, c'est la loi commune, c'est commun, le commun, les écoles, les hôpitaux, les routes, les équipements, etc. Et là, nous sommes au cœur d'une bataille qui nous rend un peu schizophréniques à Mediapart. Ça, c'est un iPhone. Un peu caché par là, vous verrez, et vous repérez si vous êtes connaisseur, des ordinateurs Apple. Martine Orange, ma consoeur, qui va animer cette soirée avec moi, tous les deux, dans les années 80, nous avons acheté nos premiers Macintosh. Steve Jobs, tu es là-haut. Eh oui, original, sorti de Californie, de la contre-culture, un peu de radicalité, etc., etc. Et puis voilà, Steve Jobs, réveille-toi, ils sont devenus fous. Avec tout ça et avec ces belles machines, ils font plein de dégâts. Et c'est ça dont nous allons parler ce soir, en fêtant, au fond, une belle victoire juridique, ça ne suffit pas, de l'organisation altermondialiste Attac. Son cadeau pour les 20 ans, Attac à 20 ans. Donc c'est un cadeau pour son 20e anniversaire. La campagne d'Attac relève de l'intérêt général sur le paiement des impôts et l'évasion fiscale. C'est ce qu'a dit le tribunal, un jugement du tribunal des référés rendu le 23 février. Alors, pour en parler avec nous, Alma Dufour, vous êtes chargée de campagne aux Amis de la Terre. On va voir qu'il n'y a pas que l'évasion fiscale, il n'y a pas que ça, il y a aussi d'autres questions, c'est-à-dire que la nature est concernée, la nature, ce qu'il y a dans notre sol. En face de vous, Raphaël Prado, on a vu notre ancienne porte-parole, ou toujours porte-parole, Aurélie Trouvé d'Attac. Il y a toujours eu un tandem paritaire. C'est comme la direction éditoriale de Mediapart, qui est désormais une femme et un homme. On est trois. Vous êtes trois même. Trois. Nous, on n'en est pas encore à trois. Bon, porte-parole d'Attac, Raphaël Prado. Et en face de vous, Franck Lalleux. Et alors là, c'est intéressant, vous êtes délégué syndical CGT Apple Retail France, je crois dans le magasin de l'Opéra, oui, qui est au cœur de cette bataille. Alors avant de faire un petit tour, j'aimerais que Martine Orange, qui maîtrise ça bien mieux que moi, nous rappelle quelques chiffres sidérants. Oui, alors je voulais vous rappeler quand même ce que c'était que l'évasion fiscale chez Apple, parce que c'est quand même des chiffres qui sont colossaux. C'est 200 milliards de dollars qui sont maintenant nichés dans les paradis fiscaux et que même Apple ne sait pas totalement comment les rapatrier et les utiliser. En France, c'est aussi intéressant parce que quand même, on est quand même un pays où on achète quand même pas mal d'Apple, où il y a beaucoup d'iPhone. Je ne sais pas exactement, vous pourrez peut-être nous le dire après, ce que ça représente effectivement dans le chiffre d'affaires d'Apple. Mais si j'ai été voir les chiffres qui sont officiellement déposés au tribunal de commerce. Alors c'est intéressant. Apple France. Apple France. Alors c'est quoi Apple France ? Apple France, c'est notamment 24 établissements en France et il emploie environ 2000 salariés. Apple France, si on reprend les chiffres déposés auprès du tribunal de commerce, pour Apple France, la société de tête, elle a réalisé en 2016
81 millions de chiffre d'affaires et 25 millions de bénéfices. C'est-à-dire que nous sommes au niveau d'une PME. Oui, c'est rien du tout. Sa société de distribution, c'est bientôt Mediapart, ça. Oui, sa société de distribution, c'est-à-dire celle qui gère les 24 magasins, etc., et qui a donc environ 1600 salariés, elle déclare en 2015, parce qu'elle dépose plus ses chiffres en 2016, elle déclare en 2015, vous accrochez bien, un chiffre d'affaires de 550 000 euros. 555 000 euros seulement. Seulement, et 7 000 euros de bénéfices. 7 000 euros de bénéfices. Donc, au total, le groupe, en 2016, a payé environ 10 millions d'impôts sur les sociétés en France, et il a reçu 3 millions de CICE. Comme on dit dans la langue des fondateurs d'Apple, c'est peanuts. Alors, on va commencer par vous, Raphaël Prado. Racontez-nous comment vous vous êtes dit dans ce combat qui est fondateur, hein, puisque c'est l'idée de la taxe sur les transactions financières, d'attaque. Pourquoi vous vous êtes dit on va prendre Apple? Il y en a plein d'autres. Les GAFA, les grosses entreprises, les banques. D'ailleurs, vous faites des actions aussi sur les banques. Mais pourquoi vous vous êtes dit, avec les voleurs de chaises là, qui sont poursuivis, pourquoi vous vous êtes dit Apple? C'est vrai que ça fait des années qu'on mène campagne contre l'évasion fiscale des banques et des multinationales. Alors les banques parce qu'elles organisent l'évasion fiscale et les multinationales parce qu'avec les très riches, c'est ceux qui en profitent le plus. Alors pourquoi Apple? Il y a un an, en avril, au moment, c'était les 1 an des Panama Papers, il y avait une semaine mondiale d'action et on avait choisi, on en avait un peu marre de cibler seulement la BNP, on avait choisi 9 multinationales. Il y avait Ikea, il y avait McDo, il y avait Starbucks, etc., etc. Et dedans, il y avait Apple. Et c'est vrai qu'on s'est rendu compte à ce moment-là que les actions avaient énormément d'impact. Alors pourquoi elles ont énormément d'impact? Parce que c'est vrai que avant de s'attaquer à Ikea ou à Nike, c'est plus logique de prendre d'abord la première multinationale du monde. Apple, c'est avant tout la plus grosse du monde, la plus grosse capitalisation boursière et celle qui est championne de l'évasion fiscale. Alors malheureusement, ce n'est pas la seule, on en parlera peut-être après, mais les Paradise Papers ont montré que toutes les multinationales font comme ça. Mais c'est vrai que pourquoi s'attaquer à plus petit quand on a la plus grosse, quoi. Alors après, évidemment, la difficulté, c'est que quand on s'attaque à très gros, c'est plus difficile d'avoir une victoire. Mais on va en parler, les circonstances ont fait que la campagne, elle a pris. Elle a pris aussi parce qu'on ne l'a pas menée toute seule. On a décidé de créer un cadre collectif qui s'appelle iPhone Revolt au moment de la sortie de l'iPhone 10. Et on a décidé de créer un collectif un peu nouveau. Souvent, quand on crée des collectifs, on fait des choses où on essaie de tout faire ensemble et de se mettre d'accord sur chaque virgule d'un tract. Là, vraiment, l'idée, c'était chacun qui le souhaite attaque de son propre angle d'attaque. Et donc, les Amis de la Terre sur les questions écologiques, les anti-pubs, etc. Chacun sur son angle d'attaque. Et c'est vrai que ça a marché parce que ça a pris une ampleur assez importante. C'était quoi les formes des actions? Alors, les actions menées par attaque, on a un principe de base, c'est des actions non violentes, à visage découvert, et avec vraiment l'idée que ça soit compréhensible par le plus grand nombre. Il y a un an, on a mené des actions grâce à cette magnifique vitrine des Apple Store, avec du blanc de Meudon. C'est une espèce de peinture, mais très facile à enlever parce qu'on ne cherche pas à faire de dégradation, parce qu'on sait très bien que sinon on va devoir le payer. Et donc, on voulait symboliser l'opacité fiscale. On voulait symboliser le fait que s'il y a de l'évasion fiscale, c'est parce qu'il n'y a pas de transparence fiscale. Vous avez opacifié ces grandes baies très transparentes des magasins, des Apple Store. Exactement. Donc ça, c'était au printemps dernier. Et puis là, quand on a commencé la campagne au moment de la sortie de l'iPhone, donc c'était au mois de novembre, il y a eu différentes actions, mais celle qui a fait le plus parler et qui a suscité la réaction d'Apple, c'est une action d'occupation pendant 3 heures. On a occupé l'Apple d'Opéra, on a embêté... C'est un des grands Apple Store. Un des fleurons. Hein. Alors, il y avait 30 actions ce jour-là partout en France. Et puis, cette action-là, qui était vraiment l'idée, on avait donné un ultimatum à Apple. On leur avait dit, si vous ne payez pas les 13 milliards avant le 2 décembre... Ils doivent 13 milliards par rapport à ce qu'ils font comme chiffre d'affaires réel en France. Ils doivent 13 milliards d'euros. Alors, ce n'est pas tout à fait ça. C'est la Commission européenne qui... c'est au niveau européen. C'est entre 2003 et 2013, la Commission européenne a calculé 13 milliards. C'est en gros, c'est même pas pour l'évasion fiscale, hein, c'est pour distorsion de concurrence. C'est parce que l'Irlande, le taux d'imposition est de 12,5%, c'est déjà du dumping fiscal, mais c'était trop pour Apple. Ils ont fait un accord pour ne payer seulement 0,005%. Et là, la Commission européenne a trouvé que c'était un peu too much par rapport aux autres. Ça faisait une distorsion de concurrence, quoi. Et ils n'ont toujours pas payé. Et ils n'ont toujours pas payé. Nous, c'était notre première revendication, effectivement, et on l'a toujours aujourd'hui. Alors, ça avance petit à petit et ils vont finir par payer. Mais c'est vrai qu'ils jouent la montre, quoi. Tout est fait pour ne pas payer tout de suite, quoi. Alors, donc, vous avez occupé ce magasin et là, ils ont décidé de vous poursuivre.
Alors là, on a obtenu un rendez-vous avec la direction. Entre-temps, on allait faire une petite balade à Jersey pour aller vérifier que Apple ne se trouvait pas à Jersey, parce que donc, les Paradise Papers ont montré que maintenant, tout est déclaré à Jersey. On pourra expliquer tout à l'heure éventuellement le double Irish. Il y a une filiale en Irlande, donc quand vous achetez un iPhone, par exemple, les revenus sont déclarés en Irlande, et puis cette filiale, ensuite, envoie à une autre filiale qui est à Jersey. C'est une boîte aux lettres, en fait. Ah oui, et pas plus. Et donc, on est allé à Jersey pour montrer ça. Et 2 jours après, on avait un rendez-vous avec Apple. Et nous, on voulait leur demander de payer leurs 13 milliards et de s'engager à payer leur juste part d'impôts. Et la seule réponse qu'ils ont eue, la seule chose qu'ils voulaient savoir, c'est est-ce que vous allez poursuivre vos actions? Nous, on a dit oui. 2 jours après, on avait un huissier qui nous amenait donc une gentille lettre pour nous expliquer qu'on allait passer au TGI et que Apple nous demandait à la justice, ni plus ni moins, de nous interdire nos futures actions et de nous condamner à 150 000 € d'actions. Alors, peut-être que pour Apple, c'est rien, mais pour Attac, évidemment, c'est bien plus que toute la campagne. Interdire à la société, alors que le droit de manifestation est un droit fondamental, pacifiquement, et le droit de réunion, de faire valoir son agenda face à des puissances. Et Dieu sait si ce sont des puissants. Mais c'est bien pour ça qu'ils ont perdu, c'est parce que le tribunal a dit, mais en fait, là, il n'y a pas de matière à restreindre la liberté de manifestation. Et comme ça a été dit tout à l'heure, cerise sur le gâteau, bien plus que ça, ils disent, et en plus, c'est une campagne d'intérêt général. Et ça va nous servir parce qu'on parlait à l'instant des faucheurs de chaises, on a une copine qui est toujours en procès, qui va passer le 7 juin à Carpentras, et on pourra faire valoir que quand on fauche des chaises, c'est pour l'intérêt général. Alors, on va faire passer l'Atlantique, puisque Apple, ça naît là-bas, ça naît aux États-Unis. Et Apple, donc cette question des impôts, bien, c'est curieux, parce que Apple, démocrate, progressiste, américain, dans leur histoire fondatrice, on est sous Trump. Et Trump, il veut que toutes les entreprises, tous ceux qui sont offshore, payent de moins en moins d'impôts. Et là, nous avons Mathieu Magnodex, notre correspondant aux États-Unis, qui va nous raconter à la fois comment cette histoire d'Apple est vue là-bas et l'amnistie trumpienne pour ces grosses entreprises. Mathieu Magnodex, tu es là, Mathieu? Oui, je suis là. Et tu as tout écouté déjà? Bonjour. Tout va bien? J'ai tout écouté. Tout va bien. Il fait froid à New York? Non, il fait très beau. Ah bah ici, il fait très froid. Mais... Il fait très froid ici. Voilà. Et donc, Mathieu, raconte-nous comment cette campagne est vue aux États-Unis. Est-ce qu'elle a des relais? Est-ce qu'elle a un impact? Et puis, l'histoire de Trump et de cette amnistie fiscale, puisque si j'ai bien compris, sur les 200 milliards de dollars, il y aurait une négociation pour qu'ils n'en payent que 30, c'est ça? Encore moins? Vas-y. C'est ça. Donc, il y a évidemment l'actualité Apple percute la grande actualité américaine de la fin de l'année dernière, qui a été la réforme fiscale votée par le Congrès, souhaitée par Donald Trump et également les donateurs du Parti républicain et le Parti républicain. Une grande réforme fiscale qui est à peu près la première grande victoire législative de Donald Trump. Qui, en gros, consiste, certes, à donner un petit peu de crédit d'impôt ou un petit peu de couper les impôts des classes moyennes, mais enfin, surtout baisse des impôts des grandes entreprises et des personnes les plus fortunées de façon énorme, de façon substantielle, de façon presque scandaleuse, on pourrait dire, au regard de ce qu'on pourrait faire en France dans ce genre de réforme ou en Europe. C'est-à-dire que là, on a vraiment le système Trump qui s'est révélé au grand jour. Et dans le cadre de cette réforme, qui comprend beaucoup de dispositions, eh bien, il y a notamment une disposition qui dit que les entreprises peuvent rapatrier leurs profits réalisés à l'étranger, non plus au taux de 35%, comme c'était le cas avant, mais au taux préférentiel et forfaitaire de 15,5% et même 8% pour les profits qui sont investis dans l'immobilier. Donc c'est évidemment une très bonne affaire. Et c'est là où on a la rencontre de la politique et du business. Eh bien, le 17 janvier dernier, après cette réforme fiscale, Apple a fait aux États-Unis un communiqué triomphant, annonçant qu'ils allaient participer dans les prochaines années, dans les 5 prochaines années, à ajouter 350 milliards dans l'économie américaine, notamment
grâce à cette amnistie fiscale, d'une certaine façon, parce que leur calcul était celui-là. Ils ont dit, regardez, nous, en fait, on va payer, comme on rapatrie 250 milliards de dollars de cash qui se trouve à l'extérieur des États-Unis, qui est le produit de cette évasion fiscale dont vous avez parlé au début de l'émission, eh bien, on va payer une taxe forfaitaire qui est de 38 milliards de dollars. Donc, regardez, c'est formidable, on va payer 38 milliards de dollars au fisc américain. Et puis, en plus, on va créer des emplois, etc. Emplois dont on ne sait pas très bien où ils seront créés, si c'est aux États-Unis ou ailleurs, si c'est de vrais emplois ou juste des emplois qui étaient déjà prévus. Ils avaient aussi, on va investir beaucoup d'argent, etc. Et plusieurs spécialistes et commentateurs ont dit qu'en fait c'était des investissements qui étaient dans la ligne de ce qui était déjà prévu. Toujours est-il que Donald Trump, évidemment, a sauté sur l'occasion pour dire « Regardez, ma réforme fiscale marche, c'est la preuve que grâce à cette réforme fiscale, eh bien, je ramène les emplois aux États-Unis. » Vous savez, le slogan de la campagne « Make America Great Again », ramener les emplois, on va gagner à nouveau, gonna win big, comme il dit. Et donc, Apple a participé complètement de la communication de Donald Trump à cette occasion-là. Alors, juste, et je termine juste là-dessus, avant une prochaine question, il y a beaucoup de gens, de journalistes ou d'experts d'Apple ont rappelé quand même un certain nombre de choses. Eh bien, c'est quand même une façon pour Apple de blanchir ce qui était, vous l'avez dit, de façon pure et simple de l'évasion fiscale. Les dépenses et les investissements annoncés eh bien, sont complètement en ligne avec ce qui était prévu. Et puis, ils ont dit cette chose assez intéressante qui est quand même qu'il faut dire, je pense que quand on parle du système Apple, c'est que de toute façon, il n'y a pas de lien entre ce que Apple pourrait rapatrier comme cash et les investissements qui financeraient aux États-Unis, tout simplement parce que en fait, ces investissements actuels, Apple les finance déjà en grande partie en empruntant de l'argent à des taux très bas sur les marchés, donc il y a une déconnexion. Mais toujours est-il qu'il y a eu comme ça un moment où la communication d'Apple, qui a besoin de se faire bien voir pour plein de raisons de la Maison-Blanche, notamment parce qu'il y a eu des petits problèmes dans le passé. Trump avait attaqué déjà Apple à plusieurs reprises, a rencontré la communication de Donald Trump qui a besoin de victoires politiques. Alors, dis-nous, est-ce qu'il y a un impact dans la presse américaine, dans l'opinion américaine de cette campagne française où c'est renvoyé aux Frenchies gauchistes? Non, j'ai pas vu de grands mouvements. Il peut y avoir des mentions qui sont faites. La réalité, c'est qu'ici, je pense qu'il y a par rapport à la France ou à l'Europe, il y a finalement Apple est dans une situation de domination du marché, dans une situation y compris en termes publicitaires extrêmement important, hein, notamment dans les médias, etc. Donc voilà, c'est très difficile de critiquer Apple et les médias qui le font, voilà, il y a bien sûr qui le font, mais ce n'est pas du tout dans la... Voilà, Apple est une success story dont beaucoup de médias ici ne cessent de vanter finalement les réussites technologiques toujours plus nombreuses. D'ailleurs, il y a eu beaucoup d'entreprises qui, comme Apple, se sont engouffrées dans la communication de Donald Trump, parce que pour elles, c'était bon pour le business, tout simplement, pour dire on va créer grâce à la réforme fiscale, on va créer des emplois, on va rapatrier notre argent, etc. Et donc voilà, beaucoup d'entreprises se sont mis, il y a eu un donnant-donnant entre les grandes entreprises américaines et Trump. Alors, ce qu'il faut même dire, c'est que aux États-Unis, et ça, je pense que ça pourra peut-être intéresser vos invités, il y a eu un certain nombre de précédents, hein, en fait, avec cette question de la répatriation du cash généré à l'étranger, parce qu'en 2004, sous George W. Bush, il y avait déjà eu ce même dispositif, y compris avec une taxe forfaitaire qui était moindre pour les entreprises qui répatriaient leur cash. Et il y a eu plusieurs études de Harvard, de l'université Harvard, du Congrès américain, qui ont prouvé que, en fait, la plupart de cet argent rapatrié d'une certaine façon, même si c'est très difficile à voir dans les comptes des entreprises ce qui a été rapatrié ou pas, en fait, a profité largement aux actionnaires ou au rachat d'actions, et que ça n'a pas profité, ou alors extrêmement marginalement, à l'emploi ou à créer des bonus pour les salariés. Donc en fait, on a finalement une loi qui risque, y compris par cet aspect-là, eh bien, de creuser encore les inégalités qui, vous le savez, aux États-Unis sont énormes. Alors, dernière question pour toi, Mathieu, Martine.
Oui, c'était justement parce que Apple est totalement expert dans tous ces rachats d'actions et s'est endetté à milliards dans les rachats d'actions. Est-ce qu'ils ont envie, est-ce que cet argent, il va servir qu'ils vont rapatrier, va servir en rachat d'actions? Est-ce qu'ils sont déjà prononcés là-dessus? Oui, la face, c'est encore assez nébuleux. Vous le savez probablement mieux que moi, parce que vous êtes plus expert que moi, mais visiblement, il est même difficile de savoir quand on regarde les comptes d'Apple, parce qu'il y a un certain nombre de choses qu'on ne connaît pas dans les comptes, de savoir si Apple peut déclarer que l'argent a été rapatrié, et ce n'est pas forcément le cas. Ou ça peut être des investissements qui étaient déjà prévus, donc on ne peut pas très bien savoir cela. Par ailleurs, le soupçon, en effet, de pas mal de spécialistes ici de journalistes économiques ou d'experts des marchés, de dire que ça va profiter à des rachats d'actions ou à enrichir les actionnaires. Ça peut aussi bénéficier ça pourrait aussi servir à quelques acquisitions, notamment, on parlait de Disney, de Netflix, évidemment. Enfin voilà, toutes les supputations sont toujours possibles dans ce genre de cas. Il y en a eu, mais il y a rien de précis aujourd'hui. Merci Mathieu. On va continuer à suivre les États-Unis à l'heure Trump grâce à toi. Alors on continue notre tour. Alma Dufour, vous êtes donc représentée ici, vous êtes chargée de campagne d'une des plus anciennes organisations écologiques françaises, sinon la plus ancienne, les Amis de la Terre. Et donc là, on va voir on va faire tout le paysage. En fait, on va faire, avec l'histoire Apple, la part d'ombre du numérique. On est bien placé pour le dire, le numérique, c'est une occasion démocratique de transmission, de partage du savoir, d'horizontalité, de superbes machines. Mais comme toute révolution industrielle, il y a destruction, création, et il se passe d'autres choses. Et donc, dans la part d'ombre, on a vu l'évasion fiscale, il y a aussi avec quoi on fait toutes ces petites machines. Alors, si je ne me trompe, il y a le cobalt, il y a le lithium, il y a des choses comme ça. Et ça vient... De la terre. Racontez-nous. Alors, je vous raconte, déjà, je vais reprendre l'expression que vous employez au début de bien commun. Vous parliez des impôts, de l'argent des États comme un bien commun. Et en fait, il y a aussi une question de bien commun sur l'écologie en général. Le climat est un bien commun et les ressources non renouvelables en sont un aussi et un bien commun majeur. Et donc, notamment les métaux. Et donc, vous parlez de quelques métaux. En fait, un iPhone contient à peu près une 60aine de métaux. Donc le cobalt extrait en grande majorité en République démocratique du Congo. En RDC. En RDC, situation tout à fait. Complexe, de guerre, de corruption, de bataille bataille démocratique actuellement. Il y a des manifestations. Exactement, une situation une des plus difficiles, je pense, au monde aujourd'hui et depuis longtemps. Il y a aussi des terres rares que vous mentionniez, qui sont produites principalement en Chine, dans des conditions sanitaires et environnementales catastrophiques. Il y a le lithium qui est extrait en Amérique du Sud aujourd'hui, dont l'extraction requiert énormément d'eau. En fait, on parle de 10 litres d'eau par seconde pour l'extraction. Compris dans des déserts comme l'Atacama, alors qu'il n'y a pas d'eau, justement. C'est bien le problème. Il n'y a pas d'eau, le lithium c'est bien le problème, parce que c'est extrait aujourd'hui au Chili, surtout en Argentine. Et en fait, les compagnies industrielles d'extraction ont un peu les yeux rivés sur la Bolivie, qui est le plus grand gisement au monde. Sauf que le gouvernement Morales n'a pour l'instant pas mis en place des politiques d'investissement assez favorables pour les entreprises étrangères, parce qu'il voudrait garder le maximum de valeur pour les Boliviens et pour son pays. Et ça ne plaît pas forcément aux multinationales. Donc pour l'instant, les investissements ont été ralentis, mais on voit que la pression s'accentue et que ça va forcément se produire à un moment ou à un autre. Et le problème, c'est que cette région est une région extrêmement aride et déjà victime du changement climatique. Et l'année dernière, la Bolivie avait nommé l'état d'urgence climatique justement parce qu'ils ont subi une sécheresse sans précédent et qu'il y a déjà des problèmes d'accès à l'eau de la population locale. Donc ça, c'est un problème. Donc la question du cobalt aussi. Et tout ça, en fait, c'est des minerais qui, globalement, les États-Unis, justement, leur service géologique, qui est un peu le service en pointe sur ces questions-là, dit qu'il y a entre 10 et 60 ans de réserves exploitables pour la plupart de ces métaux. Donc on est vraiment sur des temps assez courts et on va se retrouver face à des gros problèmes géopolitiques et des gros problèmes d'approvisionnement si les entreprises comme Apple et si les gouvernements ne prennent pas ces enjeux en main et n'augmentent pas notamment le recyclage des métaux et n'allongent pas la durée de vie de leurs produits. Parce qu'il y a aussi un problème, c'est qu'aujourd'hui, un smartphone, ça dure 22 mois en moyenne. En France, dans d'autres pays, c'est encore moins. Donc c'est parmi les produits qui ont le plus gros impact environnemental et qui ont la durée de vie la plus courte. D'autant plus que ça a été un scandale révélé par des enquêtes cette année.
Mais il y a ce scandale vis-à-vis des consommateurs de l'obsolescence programmée. Ouais. C'est-à-dire pour nous obliger à acheter, parce qu'un des autres problèmes que dénoncent tous ceux de l'open source, etc., c'est qu'Apple, tout est fait pour que vous achetiez la version supérieure, que vous soyez coincé, que vous upgradez, comme on dit. Et en plus, on a découvert que donc il y avait des techniques pour faire que votre instrument, soit ralenti. Oui, alors en fait, c'est parti en fait d'une étude américaine par des journalistes qui se sont rendus compte qu'il y avait des pics de recherche sur le ralentissement des iPhone 7, 6 et SE en fait au moment où l'iPhone 8 était sorti, et ça a pris une ampleur statistique où en fait ils ont enfin pu prouver qu'il y avait une vraie corrélation entre la sortie du nouveau modèle. L'investigation par le data. Et on est passé de soupçons qui existent depuis de nombreuses années, parce qu'Apple n'est pas à son coup d'essai sur des pratiques comme ça un peu limites. Ils avaient notamment empêché les consommateurs de faire réparer leurs iPhones chez des réparateurs non agréés pendant un temps. Il y avait eu un scandale au Royaume-Uni, en Australie notamment. Ils avaient dû revenir en arrière. C'est un blocage logiciel aussi. Donc ça fait longtemps qu'il y a des soupçons. Et là, c'était vraiment l'argument statistique qui avait gagné, donc qui a justifié... donc en France, l'association Alta l'obsolescence programmée, qui fait aussi partie de la campagne, a porté plainte au titre du délit d'obsolescence programmée, mais aussi au titre de tromperie commerciale. Et c'est quand même important de dire qu'il y a 2 chefs d'accusation, parce que Apple, maintenant, sa ligne de défense, c'est de dire oui, mais les batteries n'étaient pas défectueuses par volonté, elles sont défectueuses, donc nous avons proposé une mise à jour qui permet de lisser la consommation énergétique. Sauf que peut-être, on verra si la justice tranche que oui, elles étaient défectueuses consciemment par ou usure, non, voilà, ou si c'était de l'usure normale, on va dire, d'un composant sujet à des problèmes techniques. Mais par contre, le fait qu'il n'ait pas dit aux consommateurs que la mise à jour qu'ils allaient télécharger ralentissait les iPhones est déjà de toute manière de la tromperie, puisque comme par hasard, ils leur disent rien, ils se retrouvent avec un iPhone ralenti et le nouveau modèle sort. Donc c'est quand même très pratique pour Apple, et je ne pense pas qu'ils vont réussir à s'en sortir cette fois-ci. Et d'ailleurs, il y a une 20aine de plaintes aux États-Unis qui ont été déposées par des consommateurs. L'autorité boursière étudie en ce moment les pratiques d'Apple sur ce sujet-là aux États-Unis. La valeur des actions a un peu baissé depuis. Il y a des procès aussi, il y a des plaintes en Russie, en Israël, en Italie. Enfin, c'est un mouvement assez global, et je pense que voilà, l'entreprise, pour la première fois, subit un revers assez conséquent. Alors, il y a eu quand même un certain nombre de dénonciations des pratiques d'Apple, notamment en matière environnementale. On reviendra sur le travail après, mais déjà en matière environnementale. Et à chaque fois, Apple a toujours dit non, on n'avait pas compris, on va faire beaucoup mieux, on s'engage à faire tout un programme de recyclage, de ne plus d'être très attentionné à l'égard des problèmes d'environnement, etc. Puis finalement, on s'aperçoit qu'il n'y a rien qui change. Et à un moment, c'est aussi une question pour vous, je veux dire, parce qu'un certain nombre d'ONG ont fait toutes les choses en disant name and shame. Donc, en nommant et en faisant honte, on allait forcer les groupes à se réformer. C'est un peu comme l'évasion fiscale, etc. Finalement, on se dit, mais est-ce que ça marche vraiment, ce name and shame? Vous voyez, je veux dire, c'est qu'à un moment... certes, ils ont 5 minutes et puis on repart comme avant, quoi. Donc, en plus, le système est fait de telle sorte qu'ils ont intérêt à produire de plus en plus, et même dans un marché à saturation, à épuiser, à renouveler de plus en plus les choses pour faire toujours cette fameuse croissance qu'attendent les marchés boursiers, quoi. Je pense que c'est une bonne question. En fait, il y a effectivement, je pense que le name and shame, il ne faut pas non plus complètement se détourner de ça, parce qu'une marque comme Apple, une entreprise comme Apple, justement, est une entreprise qui a construit toute sa valeur sur son image de marque. Justement, le réseau Résistance à l'agression publicitaire, qui fait partie de la campagne aussi, disait que c'était à peu près 150 milliards de sa valeur boursière qui dépend de son image. Donc c'est Think different. Exactement. Donc comme vous disiez au début, voilà, ils ont véhiculé la supériorité de leurs produits supposés, d'ailleurs supériorité complètement supposée même sur un plan technique, en fait sur une image donnée, sur un design donné. Donc pour eux, ils tiennent énormément à cette image, et c'est pour ça qu'ils dépensent autant d'argent en marketing, autant d'argent en programmes environnementaux supposément vertueux, supposément en avance sur le reste de leurs concurrents. Donc je pense que ça reste très très important, le name and shame. Mais il est vrai aussi que les consommateurs, comme tout le monde, ont un peu la mémoire courte, et que les choses changent et que c'est difficile. Donc il s'agit aussi que le législateur, la réglementation intervienne pour verrouiller ça.
Et donc, d'où la plainte, d'où le délit d'obsolescence programmée, qui est une plainte en justice. Donc, on va au-delà du simple name and shame. Il y aura peut-être une condamnation à 5% du chiffre d'affaires, ce qui pourrait déjà faire beaucoup. Nous, on attend aussi des réglementations environnementales plus importantes de la part de l'Union européenne, de la part de la France. En ce moment, il y a une feuille de route économie circulaire en négociation où on pousse pour que des vraies réglementations soient adoptées. Et aussi, il y a la loi de vigilance des multinationales qui a été adoptée en France, suite au travail de nombreuses ONG qui se sont mobilisées pendant des années et des années pour réussir à faire adopter cette loi. Et là, en ce moment, on essaie de passer au niveau au-dessus en faisant adopter un traité international, un traité de l'ONU, en fait, sur le devoir de vigilance des multinationales qui forcerait les multinationales à publier, dont Apple, du coup, qui est quand même la première d'entre elles peut-être, à publier des plans de vigilance et à mettre en œuvre des moyens pour préserver les atteintes aux droits sociaux et environnementaux les plus fondamentaux tout le long de leur chaîne d'approvisionnement. Et donc, on voit aujourd'hui, donc ce traité, le premier brouillon devrait être adopté cette année, mais on voit aujourd'hui qu'on se heurte encore une fois à des enjeux de pouvoir énormes, c'est-à-dire que les pays du Nord, on va dire, il y a un vrai clivage Nord-Sud, et les pays du Nord, et même l'Union européenne, qui joue un peu double jeu, qui est censée représenter cette puissance progressiste vis-à-vis des États-Unis notamment, en fait, freinent des quatre fers, ne veulent pas réglementer. Et voilà, donc on se trouve aussi dans cet enjeu-là, et il y a effectivement un vrai enjeu à aller sur de la réglementation globale pour empêcher ce genre de situation de se reproduire. Alors, dernier aspect de ce tour général sur la part d'ombre de la révolution numérique à partir de l'exemple Apple, les conditions de travail. Alors, il y a les conditions de travail dans l'atelier du monde, comme on disait, en Chine. Mais vous, donc, Franck Lalieu, vous êtes délégué syndical CGT, je le disais tout à l'heure, Apple Retail France, et au magasin Opéra, c'est là où vous travaillez. Ouais. Et donc, racontez-nous comment il y a ce collectif d'associations, il y a cette campagne, vous êtes dedans dès le début, vous la prenez en route, qu'est-ce qui se passe? Non, en fait, j'ai reçu un mail par une personne d'Attaque, je ne sais plus qui exactement, mais ils étaient au courant qu'il y avait une section syndicale CGT chez Apple. Et du coup, j'ai participé à une réunion, voir ce qu'ils étaient en train de construire. Après, je les ai laissés faire parce que du coup, j'avais pas tellement légitimité à leur dire ce qu'il fallait faire, mais voilà, j'ai participé à une réunion et puis j'étais au courant des échanges de mails, etc. Donc, alors je tiens juste à dire que je n'étais pas au courant de l'invasion de l'Apple Store Opéra. On m'a pas donné les plans. Et on m'a pas donné les plans, j'étais pas au courant en avance, mais voilà, en tout cas j'étais dans la boucle des mails. Et puis donc du coup ensuite, naturellement ils m'ont rappelé pour venir faire une intervention au rassemblement qu'ils ont organisé devant le tribunal quand ils sont passés en jugement. Alors vous, salariés, comment êtes-vous solidaires de gens qui viennent occuper vos magasins, qui attaquent votre entreprise, etc. Comment ça se passe? Parce que les salariés ils peuvent être aussi attachés à l'entreprise. Est-ce qu'elle paye bien ses salariés? Est-ce que les conditions de travail sont confortables? Yukaidi, Yukaida, bon voilà. Ah oui, alors c'est vrai que tout ça c'est assez complexe. Disons que moi oui, je suis solidaire avec tout ça. C'est une prise de conscience sur un certain temps. Je suis rentré dans la boîte en 2010, un peu comme tous ceux qui sont rentrés, c'est-à-dire en rêvant de la marque, en étant un peu fan des appareils, etc. Et puis, à force d'y travailler, à force d'en vendre tous les jours, à force de commencer à décoder la communication d'entreprise, la communication interne, etc., on commence à se rendre compte un petit peu des choses. Et puis un jour, on en avait un peu marre avec 2-3 collègues et amis de la façon dont les négociations se passaient avec la direction, c'est-à-dire pour les NAO, les négociations annuelles obligatoires qu'on a chaque année, qu'on avait puisque maintenant c'est passé à l'AS. Et donc on a décidé de monter cette section syndicale et on est tout petit, mais on porte des valeurs vraiment progressistes. Enfin, c'est pas le progressisme à l'Apple, quoi. C'est pas de la communication, c'est vraiment on pense que à la répartition des richesses, même à l'écologie, etc. Même si on n'a pas du tout de moyens de pression en tout cas pas sur l'écologie, mais donc du coup. En même temps, on essaye aussi de sensibiliser les salariés, déjà du moins ceux qui ont voté pour nous, et puis même les autres, leur montrer qu'on ne peut pas continuer à avoir ce modèle-là, quoi. Martine ? Quand vous découvrez dans la presse les 13 milliards d'amendes imposées par la Commission européenne et tout le système, avec les Panama Papers, etc., Paradise Papers, tout le système d'évasion fiscale d'Apple, parce que même... comment réagissent les salariés
en France quand ils découvrent ça? C'est un étonnement? Ils étaient parfaitement au courant avant? Alors, comment et on va dire qu'il y a en gros deux types de réactions. Il y a la personne qui tombe des nues, effectivement, qui se disent... c'est quand même Apple, quoi. Ils doivent autant d'argent, ils ne payent pas leurs impôts. Enfin, vraiment. Et puis, il y en a d'autres qui ont plus qui vont se dire bah oui, mais c'est légal. Enfin, je veux dire, personne ne leur réclame. Forcément, eux, ils jouent. Ils font comme ça. Ils ont raison de le faire. Et comme ça, ils ne payent pas. Et puis, voilà. Et donc, il y a ces deux types de réactions-là. Donc, Raphaël Prado, oui. Pardon, vous aviez terminé? Oui, pardon, j'ai terminé. Vous vouliez ajouter le porte-parole d'Attaque, donc. Oui. Quand on avait mené des actions contre McDonald's, on était aussi en lien avec la CGT, et vraiment, c'était vraiment intéressant parce qu'ils nous avaient dit, mais grâce à vous, on peut dire à nos patrons, mais arrêtez de nous dire qu'il n'y a pas de bénéfices. Arrêtez, parce qu'ils avaient, c'est pareil, des négociations, et puis on redistribue des petits pourcentages des bénéfices, et puis on leur disait, il n'y a pas de bénéfices. Et vu qu'on avait montré comment, en fait, tout ça, c'était, alors là, c'était autre chose, c'était d'autres mécanismes, enfin, c'est pareil, les bénéfices étaient artificiellement déclarés ailleurs. C'était intéressant, c'était un levier pour eux dans leurs négociations salariales, quoi. Alors j'espère que vous allez pouvoir en bénéficier aussi. En fait, j'avais déjà commencé, c'était les négociations de l'été dernier. En fait, on savait déjà à peu près sur les 13 milliards, etc. Et puis, on connaissait les mécanismes de l'évasion fiscale d'Apple. Donc moi, en réunion de négociation annuelle, on a toujours une palette de réclamations à la CGT assez ambitieuse, mais pour une boîte comme Apple, on trouve que c'est plutôt... voilà. Et donc, je leur fais tout un discours sur leur évasion fiscale directement. Et voilà, vous êtes la plus grosse capitalisation boursière, vous payez tant d'impôts en France, enfin voilà, vous déclarez tout ailleurs. Enfin bref, je leur fais tout un discours. Ils sont sortis pendant 40 minutes de la salle. Et je me suis dit, oula, ça y est, ils vont appeler le siège, ils vont débloquer les choses. Là, ils se sont dit, c'est bon, ils sont remontés. Mais non, ils sont revenus, ils ont dit, on prend le point pour l'évasion fiscale, on prend le point, oui, vous avez raison, mais il n'y a pas de débat là-dessus, et puis voilà, quoi. Donc... Sauf que vous êtes aussi lésé par le système d'intéressement de participation, puisque dans le système légal, c'est... Oui, en fait, chaque année, alors c'est soit on n'avait rien, soit on avait 150 €. Voilà. Alors cette année, il y a eu quelque chose qui s'est débloqué, je ne sais pas trop comment, il a dû y avoir des ajustements fiscaux. Là, je ne peux pas rentrer dans les détails parce que je ne connais pas le mécanisme, mais cette année, ça a été beaucoup plus. Donc, ouf, mais c'est exceptionnel. Hein, ce sera pas, je ne pense pas que ce sera réitéré. Mais, vous pensez que c'est pour calmer de la gnôle pour les braves, là, comme on disait les vieux syndicalistes? Je ne sais pas. Alors, il y a quelque chose qu'ils aiment bien faire aussi, ça avec laquelle on n'est pas d'accord, c'est qu'ils distribuent des actions aux employés. Donc ils distribuent, alors là, cette année, ils ont distribué, c'est 2500 $, mais c'est à prendre en 3 ans. Donc c'est divisé en 3, mais à partir de 2019. Les employés doivent les acheter, c'est ça que vous voulez dire? Mais ils les donnent aux employés, ils les et donnent. après, les employés peuvent les revendre. Mais c'est divisé en 3. Donc ça commence en 2019, et vous devez rester jusqu'en 2021 si vous voulez avoir les 2500 $. Après, moi, je ne connais pas trop le mécanisme de la bourse, etc., mais je me dis quand même, il me semble qu'il y a un certain mécanisme où on joue sur la valeur de l'action quand il y a redistribution, achat, etc. Donc, s'il le donne comme ça, moi je me pose des questions aussi. Puisqu'on voit ce paysage, y compris l'impact interne à l'entreprise, donc Raphaël et Alma, comment votre campagne va continuer? Parce que là, on est parti de cette bataille, cette victoire symbolique judiciaire sur ce référé, mais bon, la campagne n'est pas terminée, ils n'ont toujours pas payé leurs 13 millions, et les enjeux... Milliards, pardon, excusez-moi. Voilà, et les enjeux sont toujours là. Alors, quelle est votre campagne? Quel est son agenda? De ce que vous pouvez nous en dire, puisque vous avez l'habitude de faire parfois quelques opérations olé olé. Oui, on ne dit pas toujours qu'on va à telle heure, à tel jour venir occuper un magasin. Alors, nous, on va être honnête, c'est vrai que cette plainte, ça nous a quand même questionné. On attendait quand même un peu de savoir quel allait être le résultat, parce que ça aurait quand même été un précédent assez inquiétant si la justice interdisait par avance des actions. Quoi. Ils ont fait appel? Ils ont la possibilité pour l'instant, de faire appel? non, ils ont la possibilité de faire appel. Alors s'ils sont complètement débiles, ils vont faire appel. C'est-à-dire s'ils ne sont pas capables d'analyser la séquence qui vient de se passer en termes de communication, qui a été absolument catastrophique pour eux, ils vont faire appel. C'est vrai qu'ils auraient intérêt à faire appel dans la mesure où le jugement leur est très défavorable et nous est très favorable. Mais je ne suis pas sûr qu'ils aient, en termes de communication, qu'ils y gagnent beaucoup.
quoi qu'il arrive, même s'ils font appel et même si on devait être condamné, on a plein d'idées pour continuer à mener des actions, quoi. Et y compris d'ailleurs, je le dis, à l'étranger, parce qu'on va parler d'actions en France, mais il y a des actions en Allemagne, en Suisse, et une action le lendemain du jugement en Autriche, le jour de l'inauguration de l'Apple Store de Vienne. Je rappelle juste que les principaux articles de Mediapart sont traduits en anglais et en espagnol. Donc quand vous parliez de l'impact à l'étranger, ça circule aussi. Donc ça, c'est une piste déjà de poursuivre la campagne en l'internationalisant encore un peu plus. Et puis, on va continuer les actions en France. Mais je tiens à dire quand même, quand tout à l'heure vous disiez, parler de schizophrénie, on n'a rien de spécial contre Apple. Nous, ce qu'on veut, c'est que les multinationales payent leurs impôts. Donc on va continuer à cibler Apple, parce qu'évidemment, on ne va pas les lâcher, mais on veut aussi faire comprendre aux gens que ce n'est pas une campagne de... Enfin, je veux dire, les autres ne sont pas mieux. En termes d'évasion fiscale, malheureusement, c'est systémique. Donc nous, quand on attaque les multinationales, derrière, évidemment, il y a le name and shame, il y a effectivement le fait qu'on veut taper sur leur image de marque. Nommer et faire honte, hein, c'est mais ça. Mais derrière, au final, ce qu'on veut, c'est quand même faire changer la loi. Et donc là, en termes de calendrier, il va y avoir un débat en France, une loi qui va passer à l'Assemblée. On n'a pas encore trop le calendrier sur la fraude fiscale. On va essayer d'intervenir à ce moment-là pour montrer justement toute l'hypocrisie du gouvernement. En même temps, on ne va pas s'attendre à ce que Macron lutte réellement contre l'évasion fiscale. Hein. Mais justement, le projet de loi qui est en discussion, a priori, il va falloir voir ce qu'il sera exactement, mais ne permettrait de résoudre strictement aucun des scandales du type de ceux qui ont été révélés par les Paradise Papers. Donc là, à cette occasion-là, on va effectivement mener des actions contre l'évasion fiscale d'Apple, mais aussi d'autres multinationales. Et vous, Alma, du côté des Amis de la Terre? Un peu de la même manière, en fait. Nous, nos campagnes s'articulent à la fois entre ce qu'on appelle du plaidoyer, donc rencontrer les gouvernements, essayer de les faire changer, essayer de les faire adopter des lois qui permettent de résoudre ces problèmes qui sont systémiques et qui concernent tous les acteurs. Là, effectivement, sur l'évasion fiscale, il le disait, toutes les multinationales sont impliquées. Sur l'électronique, c'est pareil. En fait, les chaînes d'approvisionnement sont mondialisées. C'est les mêmes pour tous les géants de l'électronique. Il y a, à part Fairphone, il n'y en a aucun qui fait... À part Fairphone, pardon, l'entreprise néerlandaise qui est pas complètement parfaite, mais qui a quand même le mérite d'avoir essayé d'améliorer tous les impacts écologiques et sociaux tout le long de sa chaîne d'approvisionnement et qui fait des smartphones réparables et qui durent longtemps. Enfin, donc c'est le but. En fait, toutes les autres multinationales de l'électronique sont toutes dans le même panier. On n'a pas une pour rattraper l'autre. Donc là aussi, c'est un enjeu systémique. Il y a l'enjeu d'avoir une réglementation qui fasse que les produits durent plus longtemps, une réglementation qui fasse que la valeur soit mieux partagée le long de la chaîne, parce que quand on dit qu'il y a des atteintes graves aux droits humains en Chine ou en République démocratique du Congo, tout ça, il faut comprendre que c'est aussi lié à l'économie. Et en fait, la première raison du travail des enfants, par exemple, dans les mines de cobalt en RDC, c'est la pauvreté, tout simplement. Il n'y a pas d'autre raison, en fait. C'est des enfants dont les parents n'ont pas de travail, sont au chômage, qui n'ont pas d'argent pour se nourrir. En fait, ils gagnent juste $1 par jour en travaillant toute la journée, 12 heures par jour dans les mines. Donc, c'est vraiment de la survie. Donc, à partir du moment où... on parle, je m'arrête juste, quand on parle révolution industrielle, il faut se rappeler dans quel contexte le Capital de Karl Marx est écrit. On est là, réellement, la première révolution industrielle, début du 19e siècle. Les enfants travaillent et la journée de travail peut aller jusqu'à 12 heures. C'est-à-dire qu'on vit deux époques en parallèle, en fait. Mais en fait, ce qu'a dit Karl Marx sur le fonctionnement du capitalisme au 19e siècle en Europe, en fait, est parfaitement transposable à ce qui se passe aujourd'hui en Afrique, bien sûr, en Amérique du Sud et aussi en Chine. Et donc, du coup, voilà, la question... Aujourd'hui, il y a quelques pistes sur les plans de vigilance des multinationales. Donc, elles vont devoir un peu avancer sur ces enjeux-là. Elles vont devoir au moins être tenues, au moins de se renseigner et d'informer sur ce qui se passe le long de leur chaîne d'approvisionnement. Par contre, voilà, va se poser la question de jusqu'où elles vont et jusqu'où on les oblige d'aller, et notamment le partage de la valeur est absolument fondamental. On a fait le calcul, donc il y avait un bureau d'études qui a estimé que c'était 7 € sur un iPhone 8, le coût de la main-d'œuvre pour l'assemblage de l'iPhone 8. Un iPhone 8 qui vaut 800 et quelques, €. Je sais Donc pas exactement. 7 € la main-d'œuvre. 7 € la main-d'œuvre d'assemblage en Chine. Et du coup, nous, on avait calculé à la louche, bien sûr, puisque Apple ne publie pas la liste de ses bénéfices, etc. Mais on avait calculé qu'à la louche, en 2016, ils avaient redistribué 127 € pour leurs actionnaires par iPhone. Donc voilà, c'est pour dire le décalage et que, en fait, les plans de vigilance, tant qu'il n'y a pas un travail sur le partage de la valeur le long de la chaîne, il ne se passera pas grand-chose et on ne peut pas résoudre le problème du travail des enfants en RDC sans qu'il y ait cette question sur la valeur économique qui soit posée. Donc nous, voilà, on va continuer à interpeller les gouvernements, essayer de faire changer les lois nationales, européennes et internationales. Et comme on sait que forcément on va se heurter à des blocages, évidemment, et comme attaque, on est dans une posture où on va jusqu'à la désobéissance civile, jusqu'à mettre des rouages
dans cette organisation-là, parce qu'une multinationale, c'est très puissant. On parle d'une unité, mais en fait, c'est un système poreux qui a besoin du soutien d'énormément d'acteurs différents pour exister, les consommateurs, les salariés, etc. Et personne n'est Apple. Je ne suis pas Apple parce que j'achète un iPhone. Il n'est pas Apple parce qu'il travaille chez Apple. Les seuls gens qui sont Apple, c'est ceux qui retirent vraiment le bénéfice de cette histoire. Et donc nous, voilà, la désobéissance civile, c'est occuper les magasins, bloquer. Ils ne peuvent plus faire les ventes les jours et jusqu'à ce que ça les fasse changer. Si ce n'est pas les gouvernements, c'est eux qui craqueront, mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui change à un moment donné. Alors, une des caractéristiques d'Attac, c'est qu'Attac est une organisation, pourrait-on dire, internationaliste. Et à votre université d'été de l'été dernier, il y avait Attac Irlande, d'ailleurs, Attac Allemagne, il y avait, etc. Donc, en clair, la question, quel est par rapport, y compris au doute qu'il y a politique sur notre efficacité à nous, les peuples, au niveau européen, un sentiment d'impuissance par rapport à cette Europe qui est plutôt au service de ses intérêts privés. Comment vous voyez les possibilités d'action au niveau européen ? Alors, sans parler même du niveau européen, c'est vrai que ce qu'on essaye de faire là, en s'attaquant à la plus grande multinationale du monde, c'est justement montrer que les citoyens peuvent agir. Ça, c'est déjà, même sans même parler de l'échelle nationale européenne, déjà, il y a, face à ce sentiment d'impuissance... C'est vrai que mais la campagne n'est pas qu'en France, du coup. Non, la campagne n'est pas qu'en France, mais au début, on nous disait « Ah ouais, mais de toute façon, vous allez rien du tout obtenir, vous êtes tout petits, et eux, ils sont énormes. » D'accord, mais en montrant justement qu'on peut faire des choses et qu'on peut obtenir des avancées, c'est vrai que ça permet déjà de renverser cette idée de fatalisme qui est quand même assez présente. Alors, au niveau de l'Union européenne, c'est vrai que là, on est face à une difficulté, c'est que, bon, je rappelle que M. Juncker, qui est à la tête de l'Union européenne, est un ancien responsable de paradis fiscal. Donc, bon, Luxembourg. On n'a pas trop de... Membre fondateur de l'Union européenne et paradis fiscal. Donc, on n'a pas trop d'espoir au niveau que les choses changent au niveau de l'Union européenne. Je prends juste un exemple, l'histoire de la liste noire des paradis fiscaux, qui est quand même une mascarade. L'Union européenne a fait semblant de découvrir l'évasion fiscale avec les Paradise Papers, et la réponse qui est donnée, c'est on va faire une liste noire, et dedans, il n'y a strictement aucun pays qui a été épinglé par n'importe tous les scandales qu'il y a eu. Aucun. Il y avait juste le Panama, et puis un mois après, on l'a enlevé, parce que quand même... Ils l'ont sorti un mois après, et bien évidemment, il n'y avait aucun paradis fiscal européen. Alors, évidemment, il n'y avait aucun paradis fiscal européen. Nous sommes bien placés, parce qu'en plus, nous avons montré, d'ailleurs, quand Malte avait la présidence de l'Union européenne, avec les Malta Files, qu'il y avait justement là aussi de l'évasion fiscale, et nous l'avons montré dans plusieurs domaines, que s'agisse de la politique avec la famille du président Erdogan, que s'agisse du sport, qu'il s'agisse des voiliers, enfin des bateaux, c'est vraiment au cœur de l'Union européenne. Mais là, on a un vrai problème, c'est que l'Union européenne fait diversion, elle fait semblant de lutter contre l'évasion fiscale, alors qu'en réalité, tout est fait pour qu'il y ait une concurrence à l'intérieur même de l'Union européenne. Et évidemment, l'Irlande, ils ont tout compris. Ils font encore un peu plus de dumping fiscal que les autres, et c'est eux qui récupèrent le peu d'impôts qu'il y a. Parce qu'évidemment, 0,05% d'impôts, c'est 3 fois rien, mais ils se disent qu'il faut mieux que ce soit chez nous qu'ailleurs. Alors, qui sont vos alliés ? Pardon, allez-y. Et quand on voit l'île de Man ou Jersey, des tout petits territoires comme ça, nous, on dit toujours paradis fiscal, enfer social, parce que c'est vrai que sur place, les conditions sont dramatiques, mais les gouvernements se disent, mais en fait, le peu qu'on va pouvoir gratter, ça sera toujours mieux. Donc, c'est une stratégie qui est totalement non coopérative. Et c'est vrai qu'il est urgent de changer ça. Alors, nous, on se dit, bon, modestement, déjà, si on pouvait faire pression au niveau du gouvernement français pour que... je rappelle quand même que Bruno Le Maire, au moment des Paradise Papers, a fait semblant de découvrir l'ampleur du problème et a fait des discours qu'on aurait presque pu signer, quoi. Bon, 6 mois après, on voit bien qu'il ne se passe strictement rien, quoi. Donc, on va évidemment amplifier la contestation pour arriver à obtenir enfin des avancées là-dessus et montrer que pour lutter contre l'évasion fiscale, il y a juste besoin de volonté politique. Nous, des propositions, on en fait plein. Dans le rapport qu'on a fait sur Apple, on fait plein de propositions pour montrer... Vous l'avez là, vous l'avez apporté, pour montrer pour montrer ce qu'on... On peut le télécharger sur le site d'Attac. On peut le trouver sur le site d'Attac. Voilà. Dedans, on fait plein de propositions. Apple, le hold-up mondial. On fait plein de propositions pour lutter contre l'évasion fiscale et on montre que tout ça ne dépend que d'un peu de volonté politique. Malheureusement, il n'y a pas de volonté politique. Alors, justement, puisqu'on parlait de l'Irlande, où ces sociétés s'abritent, au-delà j'avais vu à votre université d'été de manière très efficace ce que faisait le groupe d'Attac, petit film du groupe d'Attac Irlande, mais vous avez des alliés politiques en Irlande. Est-ce que l'opposition de gauche, le Sinn Féin, d'autres sont sur votre ligne, ou est-ce que toutes les formations politiques bénéficiant de tout ça pour l'économie? Alors, je suis mal placé pour répondre à cette question parce que j'avoue que je ne suis pas du tout spécialisé dans les relations avec les autres attaques du monde. Ce qui est sûr, c'est que dans les pays anglo-saxons, on a effectivement plus de difficultés à avoir des soutiens et de fait, les attaques sont plus faibles
il y a une attaque en Irlande, mais c'est bien plus faible qu'en France ou en Allemagne, par exemple, quoi. Donc non, je suis désolé, là, je ne vais pas pouvoir répondre de manière précise, je préfère pas dire de bêtises. Bon, que nos lecteurs irlandais se mobilisent sur le sujet. Par contre, ce que je peux dire, c'est qu'on voit tout l'intérêt qu'il y a à mener des actions, justement, pas seulement en France, mais avec nos copains irlandais et avec, je parlais tout à l'heure de Jersey, on a mené l'action à Jersey avec les militants sur place. Et il y a besoin de tout ça, parce qu'évidemment, quand on est dans un paradis fiscal, vous imaginez, nous déjà en France, on voit qu'on est traîné devant les tribunaux, alors eux, dans un paradis fiscal, c'est vraiment absolument impossible de militer, quoi. Et ils le font vraiment, c'est assez ubuesque. Là aussi, je vous encourage à regarder sur le site d'Attaque le compte-rendu qu'on a fait de notre visite à Jersey. Ce qu'ils nous racontent les copains là-bas, c'est juste impressionnant, quoi. Et pour le coup, il n'y a absolument pas de démocratie, quoi. Tout est fait pour qu'ils se taisent et qu'on laisse faire les multinationales dans le silence, quoi. Franck Lallieu, la discussion que nous avons là, vous l'avez entre salariés, à la pause, discuter de tout ça? Il y a même des débats très véhéments en salle de pause, parfois là-dessus. Parce qu'il y a des patriotismes d'entreprise, certains? Oh oui. Surtout une boîte comme Apple, mais c'est ça en fait c'est ça qui est bien pour eux, c'est parce que c'est une boîte qui fait rêver tellement de gens, de jeunes. Pardon, que les employés, beaucoup d'employés sont très contents d'y être et donc veulent défendre défendre la boîte en entier. Mais après, on voit souvent des retournements. À force de discuter, à force de montrer les choses, etc., c'est souvent que ça commence à... Il y a de la réflexion, ça relativise un petit peu, quoi. Donc, non, c'est intéressant d'avoir ces débats-là en salle de pause parce que souvent on peut montrer, et puis alors des fois on peut prendre des exemples concrets en parlant des services publics, en parlant de tout ça, en disant, vous voyez, si l'argent rentrait dans les caisses de l'État ou des choses comme ça. Donc, il pourrait y avoir une place en crèche. Mais voilà, en plus c'était le grand sujet cette année, la crèche d'entreprise qu'on n'a pas eu, mais c'était le grand sujet. Mais voilà, ou même les gens bloqués par les transports parce qu'il y a trop de neige ou l'hôpital, enfin voilà, de mettre des exemples, ça permet de faire bouger un petit peu. Martine ? Je rebondis sur la réflexion que faisait Alma tout à l'heure sur justement l'image d'Apple et le fait que c'était quand même un capital très important pour Apple et peut-être même le bien immatériel le plus important. La direction d'Apple aujourd'hui, aussi bien avec le procès d'Attaque que sur le fait qu'on voit son nom associer quelque chose à l'évasion fiscale, au travail des enfants en Chine, à beaucoup de choses, etc. Est-ce que finalement, ils prennent conscience aussi qu'il y a un risque d'attaque sur leur image et que, en France en tout cas, est-ce qu'on voit des hésitations, Alors, dans les réunions de délégués du personnel, enfin, en tout cas à Opéra, on leur rappelle souvent, à chaque fois qu'il y a quelque chose comme ça qui tombe, vous vous rendez compte de l'impact que ça peut avoir sur les employés quand les clients viennent et disent... et mettre ce genre de choses sur la table. Donc, mais alors après, voilà, les directeurs de magasins, les managers, souvent, ils se rendent compte et même s'ils vont pas avoir un discours, enfin voilà, ils ont le discours corporate, donc, mais voilà, ils se rendent compte. Après, quand on va un peu plus haut, c'est souvent langue de bois et on parle un peu à des murs. Donc, l'obsolescence programmée aussi, c'est un drame. Les clients absolu, sont venus râler normalement, les clients. Les clients sont revenus beaucoup, oui, pour les batteries, oui, bien sûr. Et puis ça a râlé. De toute façon, après, dans les services de réparation, ça râle souvent. La batterie, c'est là où il y a le lithium, dont on parlait. Tout à fait, on est pas recyclé. Voilà. Oui, voilà. Mais oui, mais ça râle souvent de toute façon dans les. Mais oui, là il y a quelques remarques comme ça. Après, c'est pareil, beaucoup de clients sont aussi fans de la marque, donc il va falloir le répéter souvent. Comme le disait Raphaël, nous aussi. Hein. Et puis oui, bien sûr. Je le disais tout à l'heure sur notre schizophrénie, on peut être assez fasciné par ce qui n'est en effet pas qu'un seulement une réussite technologique, mais une façon d'adapter les usages et d'avoir compris que quelque chose qui était autant sur la culture que pouvait créer ça, c'était tout ce qu'a montré Steve Jobs, et en même temps dire, dans ce cas-là, il faut rendre à la société, parce que c'est la société qui vous permet de vous enrichir. C'est même plus simple de le voir comme ça. Oui. Raphaël. Juste une remarque, c'est que justement, un des paris
la campagne au début, c'est qu'on va parler aux clients d'Apple. Et on n'est pas du tout en train de dire vous êtes trop con d'acheter des produits Apple. Je veux dire, il y a plein de raisons. Et par exemple, nous, quand on filme nos actions, c'est filmé avec des téléphones, alors pas forcément iPhone, mais en tout cas avec des téléphones qui ont tous les problèmes dont on parle. Attention, les Chinois ne sont pas encore arrivés. Parce qu'il y en a des très bons sur le marché indien qui vont venir. Attention, l'obsolescence programmée, c'est aussi dans la concurrence. Pardon, je faisais juste Et donc, le pari qu'on a fait, c'est vraiment d'arriver à parler aux clients d'Apple en leur disant, mais au prix où vous payez vos téléphones, vous pouvez exiger d'avoir des téléphones qui soient socialement, écologiquement, fiscalement responsables. Et c'est vrai que ça, je pense que ça peut bouger un petit peu. Alors, je ne dis pas que ça va suffire à changer la politique d'Apple, mais si vous commencez à avoir des retours de gens qui vous disent, non, mais là, c'est quoi ce délire? C'est vrai que ça peut changer. Et là, nous, c'est pour ça qu'on fait vraiment attention de mener des actions qui soient compréhensibles par le plus grand nombre de la population et aussi par les clients. Et par exemple, c'est là où d'ailleurs, c'est une raison pour laquelle Apple a été débouté, mais quand on a occupé le magasin, on n'a empêché personne de faire ses courses. Exactement. Les gens, c'est Apple qui les a foutus dehors, les gens, et qui a bloqué les portes. Parce qu'ils ne voulaient pas qu'on voit ce qui se passe dedans. Donc ça, c'est vraiment un des nœuds du problème, c'est comment faire en sorte que les clients des multinationales fassent eux-mêmes pression. Et c'est vrai que si eux-mêmes font pression, on a toutes les chances de gagner. C'est ça. On a le même problème avec les employés, c'est de leur donner envie de faire pression justement pour obtenir plus de choses. Et puis cela dit, d'ailleurs, quand on parlait d'évasion fiscale et des ventes faites en magasin, il y a un truc dont on n'a pas parlé, c'est... évidemment, il y a les ventes d'ordinateurs et d'iPhone qui partent à Jersey, mais il y a aussi une bonne partie du travail d'un vendeur Apple, c'est de parler de tout ce qui est dématérialisé, c'est-à-dire l'App Store, iCloud, Apple Music, etc. Donc tout ça, en France, c'est zéro. Voilà, donc c'est-à-dire qu'il y a toute une... c'est pas aux Pays-Bas, c'est un, pardon? Je crois que là, c'est une filiale aux Pays-Bas où ça part. Oui, c'est ça. Et donc, qu'est-ce que je disais? Là, ça prend toutes nos données, mais ça laisse aucun argent. Il y a toute une partie du travail des employés qui n'est pas pris en compte, en fait. Et donc, il y a aussi cette problématique-là. Il y a donc l'évasion fiscale et puis le fait de la répartition des richesses aussi parmi les employés qui n'existent quasi pas. Merci à tous les trois. Merci à Martine Orange. Je reprends votre formule. Au prix où vous payez un iPhone et toutes ces machines, vous êtes en droit d'exiger que ce soit écologiquement, socialement, humainement, pourrait-on dire, solidairement compatible, que ça ne nous menace pas et que ça permette qu'on continue à vivre et à exister et que la Terre continue à vivre, et le tout vivant et le tout monde ensemble. Et du coup, ça me fait une transition, parce qu'on est en droit d'exiger aussi d'un journal indépendant des choses, un journal participatif comme Mediapart. Je vous rappelle que c'est beaucoup moins cher qu'un iPhone. C'est 3 mois pour 10 €, c'est l'offre de notre 10e anniversaire. Profitez-en, parce que ça ne va pas continuer tout le temps. 3 mois pour 10 €, c'est-à-dire 2 mois offerts pour lire Mediapart. Et je vous rappelle que vous pouvez aussi venir nous demander des comptes. Ce festival, les 16 et 17 mars, notamment la journée du 17 mars, vous allez pouvoir rencontrer toute l'équipe de Mediapart, mais pas seulement ceux que vous voyez d'habitude, les journalistes, mais tous les autres. Il y a du marketing à Mediapart, il y a de la technique, des informaticiens, des gens qui s'occupent des réseaux, etc. Il y a les gens que vous avez quand vous appelez sur un abonnement, il y a de la gestion aussi. Il y a bien tout ce monde-là, il y a 82 salariés à Mediapart, sera présent au 104 à Paris pendant le 17 mars. Vous verrez comment le journal se fait, on va vous le faire en direct, et puis vous poserez toutes vos questions. Vous avez le programme là qui s'affiche, allez le voir sur ce site dédié festival.mediapart.fr, qui est le site dédié à cet événement. Inscrivez-vous pour le colloque la veille et venez au festival, venez de partout. Il fera beau, c'est presque le printemps. Et puis, il y aura un bal populaire pour terminer et ouvert à tout le monde. Merci et rendez-vous donc la semaine prochaine. Les lives de Mediapart, c'est désormais toutes les semaines pour donner droit à l'agenda de la société. Nous avons aussi des causes à porter, des questions à porter. Et c'est ce qu'ont fait tous nos invités ce soir. Merci.